Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la région de Charleroi pour découvrir la transformation d'une habitation, une maison qui était auparavant divisée en deux appartements. Il a donc fallu réunifier l'ensemble et surtout pas mal travailler à l'intérieur. On va donc découvrir cette transformation juste après le sommaire. Dans Une brique dans le ventre, cette semaine, on voit grand dans les petits espaces. En plein cœur de Bruxelles, le Happy Guest House accueille ses visiteurs sur 4 niveaux de 20 mètres carrés seulement. Ensuite, nous irons du côté de Liège à la rencontre de paléttophiles, des pros de la récup qui vous fabriquent localement et sur mesure du mobilier tout en palette récupérée. Ensuite, nous passerons la frontière vers la France pour découvrir une drôle de maison conçue pour capter et garder la chaleur du soleil, le tout à budget serré. Enfin, Valentine et Robert se lancent dans le béton ciré. Pas à pas, ils appliquent un enduit de Mortex coloré sur une table de salon joliment dessinée. Alors voilà, une architecture particulière, mais aussi une situation bien particulière. Benoît, avec Sandrine, vous vous êtes dit, si un jour on doit acheter une maison, ce sera à l'Overval. À l'Overval, oui, effectivement. On a vécu là pendant notre jeunesse et donc on a eu l'occasion de trouver cette maison. Ouais, cette maison qui était particulière parce que je le disais, en fait, au départ, il y avait 2 appartements dans cette habitation. Oui, effectivement. Et on a voulu uniformiser l'ensemble de la maison et créer une maison unifamiliale. Ouais. Travail en 2 phases. Première phase, c'est l'intérieur. Deuxième phase, ce sera l'extérieur. On va en parler dans quelques instants. Et pour l'intérieur, là, vous avez fait appel tout simplement à votre épouse. Voilà, à Sandrine. Allez, on va découvrir. She seems a bit embarrassed and I understand. They say I wish that you were having a good time. She says, you know, I've never really met someone like you. Ah, évidemment, la grande difficulté quand on a 2 espaces bien différents, 2 appartements au départ, c'est là aussi d'unifier le tout et d'amener une certaine cohérence. Sandrine, vous avez donc tout chamboulé. On a tout chamboulé au niveau des espaces. Évidemment, on avait 2 cuisines, 4 salles de bain, donc il a fallu tout repenser. Ouais. Par exemple, on arrivait dans le hall d'entrée, à droite il y avait une petite porte qui arrivait vers la cuisine. Aujourd'hui, elle a bien changé. Donc maintenant, on rentre directement par la zone séjour. La cuisine, on l'a un peu plus refermée, intimisée. Ouais. Donc on a tout remanié au niveau agencement. Et j'ai l'impression que je ne suis pas du tout dans le ton, moi, de la maison. En gros, vous aimez le noir et le blanc. Et le gris. Oui, ça c'est le jour de fête. Le gris, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que le blanc et le noir permettent? Et je trouve que ça permet un intérieur intemporel, un intérieur agréable à vivre, pas avec trop d'agressivité des couleurs, et qu'on joue par note, mettre en évidence des tableaux avec de la couleur, quelques livres, quelques... Ou d'accrocher mon pull au mur. Voilà. Ça ne sent pas vraiment beauté. On va plutôt pousser les portes d'une guest house en plein centre de Bruxelles. Voulez-vous du bonheur? Passez donc par l'hôtel Happy Guest House en plein cœur de Bruxelles entre le Sablon et la Grand Place. Sophie et Benoît en sont les heureux propriétaires. Après être tombés sous le charme des guest houses anglaises et avoir repéré cet ancien commerce à l'abandon, le rêve est devenu réalité. Sophie est architecte d'intérieur, mais d'emblée, son souhait est de travailler en équipe avec le designer Julien Renaud et l'atelier Dynamo. Place fut laissée à la sobriété pour ce petit bâtiment tout en hauteur. Alors proposer un espace assez épuré, pour moi, c'était l'envie de pouvoir faire évoluer le projet. On expose régulièrement de jeunes artistes. On a pour le moment la jeune créatrice KVP qui expose ici ses coussins. Et depuis récemment, maintenant, on a la chance de pouvoir collaborer avec la maison d'édition de bande dessinée d'Argo. Et sur la table du petit-déj, des produits exclusivement belges servis le week-end par le fils de la maison, Jules. Il adore venir à la grande maison, comme il dit, nous aider, discuter avec les gens et justement aussi partager des choses. Les gens lui montrent les différentes cultures, etc. Et donc il adore venir avec nous.
Amaury Legret, l'architecte, est immédiatement attiré par le challenge qu'impose le bâtiment, l'espace, d'à peine 20 mètres carrés par étage. La réflexion était de se dire que lorsqu'on est en voyage dans une ville, on passe beaucoup de temps à l'extérieur et le peu de temps qu'on passe dans la chambre, on la passe sur le lit pour se détendre, pour pouvoir y lire un livre, pour tout un tas de choses. Oui, un tas de choses en effet, Amaury. D'où l'envie de réaliser une tête de lit conçue comme un cocon, protégeant le voyageur derrière lequel viennent se loger de multiples rangements. Pour insuffler de la chaleur, le bois était tout indiqué, du frêne massif aux jolies veines et très résistant. L'implantation des salles de bain est aussi un bel exploit tant la place y est réduite, mais le carrelage, qui se termine en douche italienne, ouvre l'espace. La satisfaction des voyageurs et nombreux dessinateurs de BD font du livre d'or un chef-d'œuvre en soi, tout comme cet hôtel à découvrir d'urgence à partir de 120 €, petit déjeuner compris, avec, pour les plus courageux, au dernier étage, une vue imprenable sur Bruxelles. Après la pub, Cédric et Virginie continueront à nous faire découvrir les beaux aménagements de cette maison entièrement rénovée. Nous irons aussi à Liège, voir comment le bois de palette peut devenir un matériau de pro. Puis c'est en France que nous visiterons une étonnante maison bioclimatique avant de retrouver Valentine et Robert qui fabriquent une table en béton ciré. Restez avec nous. Petite particularité de ce quartier ici à l'Overval, on va retrouver un vrai parcours pour découvrir les maisons art déco. Rudy, cette maison, elle était inspirée par cette tendance, mais n'avait pas le cachet suffisant. Oui, à l'époque, cette maison était quand même agrandie. Donc il y avait un volume principal et juste à sa gauche, on avait une extension où on retrouvait justement des éléments qui n'étaient pas de la décoration art déco. On avait un fronton grec avec des colonnes romaines. Et vous l'avez pas gardé ça? On aurait bien fait un abri de jardin avec. Oui, mais non. Vous avez préféré réunifier l'ensemble. L'idée, en tout cas, c'était d'avoir les deux éléments réunis en un seul bloc, d'avoir des lignes épurées, de conserver malgré tout les lignes de force de la maison, à savoir le volume à facettes et l'auvent qui le recouvre. Tout ça en gardant l'intégrité de la maison, parce qu'elle a quand même un cachet art déco, et donc il ne faut pas le masquer pour autant. Ouais. Par contre, la boîte a la particularité d'intégrer la porte d'entrée, les fenêtres des cuisines, ainsi que de masquer la terrasse qui, elle, était un peu mise à découvert sur l'espace rue, quoi. Côté jardin, il y a eu aussi une intervention, entre autres une baie vitrée qui était très importante. On avait très peu de vue vers le jardin, ce qui était quand même paradoxal parce que la façade avant est quand même très ouverte, mais la façade arrière était un peu hétéroclite. Et à part le volume du salon qui est courbe et qui est bien ouvert sur le jardin, les espaces depuis la cuisine n'avaient pas de vue vers le jardin. Et donc on a ouvert dans la cage d'escalier une grande baie verticale qui permet, depuis la cuisine, d'avoir une ouverture directement sur les abords extérieurs. On va retrouver Virginie. D'accord. Allez, go. Virginie, voici un matériau qu'on a oublié pendant de nombreuses années et qui revient à la mode, c'est bien entendu le tapis plat. Tout à fait, un matériau qui est bien pratique. Alors d'abord, il a plein d'avantages. Le premier, c'est qu'il vous donne une atmosphère cosy, déjà esthétiquement. En plus, il va renforcer l'acoustique de la pièce, on sent que c'est bien meilleur. Et puis, c'est un matériau souple qui va se dérouler, donc qui n'a pas une forte épaisseur, donc il va pouvoir être utilisé en rénovation, c'est assez pratique. Et puis, c'est agréable pour les petits petons. Voilà. On va aussi repréciser qu'aujourd'hui, il y a plein de tapis plats qui sont hypoallergéniques. Tout à fait. Et par exemple, ici, dans la cage d'escalier, eh bien, c'est idéal. Ça permet aussi d'atténuer le bruit quand on monte et qu'on descend et qu'on a une famille nombreuse. Alors, ici, au sol, c'est un revêtement synthétique? Écoutez, oui, c'est un vinyle tissé. Et donc, ce sont des fibres de vinyle qui sont tissées entre elles pour donner ce revêtement. De nouveau, c'est un sol souple, un sol qui se déroule. Il est aussi étanche. On est dans un matériau vinylique, donc forcément, dans une salle de bain, c'est pratique. Et de nouveau, c'est fin. Donc, en rénovation, c'est aussi très pratique. Et ça, c'est quoi, du MDF qui a été défoncé? Voilà, c'est un panneau de MDF. Alors, on prend de l'hydrofuge, il est vert pour résister à l'humidité et il est défoncé. Alors ici, avec des fines lattes, ça va vous donner cet effet un peu de bardage. L'idée, c'était pas de rajouter trop de carrelage dans la salle de bain, c'est d'avoir un matériau différent. D'ailleurs, dans le bureau en bas, vous avez le même principe avec des larges planches qui couvrent et les meubles et les murs. Est-ce que vous savez ce qu'est un ou une palettophile? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, quelqu'un qui collectionne les palettes. Ah, vous êtes presque dans le bon. Bienvenue chez Cabane 7, un menu cocon situé sur les hauteurs de Rouvreux, petit village perché le long de l'Amblève.
Isabelle, la propriétaire, termine de préparer le gîte, aidée par sa fille Eva, avant la venue de locataires pour le week-end. Comme tous les autres, ceux-ci viennent chercher de la verdure, du confort, mais aussi un peu de rusticité. On voulait vraiment garder l'esprit cabane, tout en rendant ça confortable et authentique. Et moi, étant sculpteur, on a une famille créative, j'étais sensible au côté pièce unique, qui pour moi était vraiment important de ne pas avoir des meubles en série. Pour ce faire, du bois partout, omniprésent, un bois qui doit rendre un esprit d'authenticité, raconter une histoire burinée par le temps, un bois de palette pardi. Et pour avoir des pièces uniques, vous pouvez toujours les faire vous-même, mais si vous êtes du genre à ce que ça se passe pas top avec un marteau, voire vraiment pas top, mieux vaut faire appel à des professionnels. Une société comme Palettophile, par exemple, parce que faut pas croire, la palette a beau être le matériau de base pour les bricoleurs et makers de tout poil, certains en ont carrément fait un métier. Au départ, Jacques était infirmier. J'ai été victime d'un licenciement il y a 3 ans, et donc sans emploi. Et à mon âge, c'est pas toujours évident ni facile de se retourner. Et surtout, on se retrouve avec du temps. Et de ce fait-là, j'ai commencé à tuer ce temps en fabriquant des choses chez moi à la maison avec des planches de récupération de palettes. Et plusieurs personnes de mes connaissances me demandaient « Tu pourrais pas me faire tel objet? Est-ce que tu pourrais pas faire ça ?» Et m'encourageaient même à me lancer et à développer ce concept. Allez, la curiosité est piquée, on file vers l'atelier pour comprendre que d'une histoire de reconversion professionnelle, Palettophile est devenue une histoire de famille. À la fin de ses hautes études commerciales, Benoît s'est joint à son père pour professionnaliser son activité. Et de fait, ils se sont débarrassés de l'étiquette du bricoleur occasionnel qui colle à la palette. Ça passe par la conception de plans en 3D, par exemple. Mais Benoît et Jacques l'affirment, leur travail se démarque aussi de la menuiserie traditionnelle. C'est clair que c'est un travail très différent de menuisier classique. Parce qu'il n'y a pas une planche qui est droite, il faut tout dégauchir, il y a beaucoup de travail de préparation avant même de pouvoir commencer la construction. Et on essaie un peu d'alterner les contrastes entre les planches, les teintes entre les planches, qui gardent leur aspect naturel. Toutes les palettes utilisées et retravaillées viennent du coin et sont en fin de vie. Un look naturel donc, mais pas brut non plus. La seconde étape, c'est un travail d'assemblage sur place. Les meubles sont souvent conçus sur mesure, il faut pouvoir s'adapter à la géométrie de chaque endroit. De là, tout est possible, évidemment, de la classique table au meuble encastré avec une porte sur rail. Et pourquoi pas même une cuisine. Philippe s'est laissé séduire, l'envie de meubles uniques l'a poussé vers Jacques et Benoît, mais pas uniquement. On a été voir des cuisines, j'étais sur Internet, voir beaucoup de fabricants de cuisine, etc. Et on nous dit, oui, c'est en MDF, et puis on demandera au menuisier de recouvrir la cuisine. Moi, ce qui me plaisait surtout, c'est une cuisine en bois. Comme ça, le cadre est en bois, c'est du solide, c'est vraiment la matière qui me plaît beaucoup. Et aussi que ce sont des artisans qui font ça très bien. Enfin, c'est aussi le contact moi, qui me plaît beaucoup. Et artisanat ne veut pas dire archaïsme, présence d'arrêt sur les tiroirs ou possibilité d'encastrer un lave-vaisselle. Certes, si vous êtes adepte de la cuisine immaculée, high-tech, passez votre chemin. Mais pour les autres, sachez que les prix varient en fonction des projets et des matériaux de complément utilisés. Mais pour un meuble de ce type, par exemple, comptez entre 1000 et 1500 €. Avis aux amateurs d'une déco à l'ambiance roots. Virginie, vous, l'architecte, vous allez répondre à cette grande question. Quand on a comme ça une rotonde, on a un seuil de fenêtre qui se doit d'être circulaire. Et voilà. donc on utilise quel matériau? Alors il y a plusieurs matériaux utilisés. Évidemment, il faut des matériaux qui puissent être formés. Alors ici, c'est assez particulier parce que c'est la première fois qu'on voit ça ensemble dans l'émission. C'est un seuil en corian, ce matériau qu'on utilise en général dans les cuisines. Alors voilà, il est assez facile à découper. Alors ici, on en a pu faire un seuil qui recouvre notamment l'épaisseur d'isolant et de crépi qui a été ajouté sur la façade. Et donc vous avez surtout le rez-de-chaussée des seuils en corian. Mais par contre, on va conserver à l'étage le modèle plus traditionnel, notamment de seuils en aluminium laqué blanc, aussi pour rester dans l'uniformité. Et donc voilà, c'est un matériau qui est très résistant et puis pourquoi pas l'utiliser à l'extérieur plutôt que toujours à l'intérieur. Alors vous le savez, une de nos préoccupations, c'est de vous présenter régulièrement des projets, des missions et d'habitations à budget serré. Mais là, on va vous présenter une maison particulière. On pourrait l'appeler la maison coquille. Coquille d'œuf? Vous allez voir. Attention les yeux, on vous emmène dans le Pas-de-Calais à la découverte d'une maison pas vraiment conventionnelle. On ne voulait pas faire construire quelque chose comme tout le monde. Alors notre but c'était de faire construire quelque chose qui avait une architecture assez particulière, moderne, et puis qui avait un côté un petit peu écolo.
Pierre-Yves l'architecte et Manfred le charpentier proposent alors à Michael et sa famille de bâtir une maison selon les principes de l'architecture bioclimatique. Le bioclimatique, ça veut dire qu'on prend en compte les apports passifs qu'on peut avoir de l'extérieur. C'est-à-dire les apports du soleil, on va se protéger du vent, on va essayer de limiter les déperditions sur la face nord. En accord avec les propriétaires, les deux compères dessinent une maison compacte, totalement fermée au nord et très ouverte au sud. Constituée d'une ossature en bois local et posée sur de longs pieux en iroko, une essence exotique, l'habitation reçoit une bonne couche d'isolation en cellulose de bois. Et en guise de chauffage, dès le départ, seul un poêle est prévu. De novembre à mars, c'est la seule période de l'année où on allume en fait le poêle à bois et on consomme 4 serres de bois tout simplement. Le reste de l'année, Michael et ses 4 femmes ne comptent que sur le roi soleil. Grâce à un ingénieux système, la façade sud est entièrement couverte d'un simple vitrage et derrière celui-ci, de grands murs en briques de chanvre. Les briques de chanvre vont capter toutes les calories apportées à travers ce système. Donc, les calories sont surtout apportées en milieu de journée, lorsque le soleil chauffe au maximum. Les briques de chanvre vont diffuser cette chaleur en fin de journée, donc en début de soirée et pendant la nuit, à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est le système de mur capteur. Une serre permet d'apporter plus rapidement de la chaleur à l'intérieur de la maison en hiver et de la rafraîchir lors des mois d'été. Et oui, pas de ventilation mécanique ici, simplement on ouvre ou on ferme portes et fenêtres. Pour le bardage, les propriétaires voulaient d'abord du bois, mais pour une question de budget, ils ont finalement opté pour un choix singulier, l'aluminium. Pendant une des réunions un petit peu farfelues, je dirais, on a commencé à discuter de caravanes américaines en aluminium, etc. D'où l'idée de l'architecte de nous proposer une vue avec des tôles alu. Et quand on a vu ce que ça donnait informatiquement, on a tout de suite signé. À l'intérieur, les matériaux bruts, comme l'argile et le bois, ont été privilégiés pour les murs et les sols, avec ça et là quelques petites touches de couleur au niveau du mobilier et des accessoires, ou encore sur les parois des chambres des enfants. Pour 2 000 € le mètre carré, la tribu de Michael et Pauline s'est offert le nid douillet de leurs rêves, original, pratique, écologique, chaleureux et convivial. On aime ou on n'aime pas ce genre de maison, mais il faut bien le reconnaître, l'audace paye. Rudy, on est plutôt pas mal dans ce petit salon. C'est vrai qu'à l'époque, on savait faire aussi une belle architecture ici dans cette pièce, cette rotonde. Il y a eu aussi un travail de votre part pour amener cette habitation aux normes d'aujourd'hui. Oui, on a apporté un plus dans la rénovation, en plus de l'aspect esthétique. On a apporté une isolation complémentaire. Donc on a remis une couche d'isolant avec un crépi pour justement garantir l'étanchéité à l'air et augmenter aussi les performances énergétiques de la maison. Et puis c'est vrai qu'avec autant de surface vitrée, on peut aussi profiter, je suppose, il y a de l'apport solaire, même si aujourd'hui il n'est pas terrible. Hein. Il y a des jours comme ça. Bon voilà, c'est comme ça. That easy rider, flow like that Harlem River, ride on. Virginie, petite question technique. Ces panneaux que l'on retrouve ici pour ce bardage, ce sont des panneaux en fibre ciment. Alors c'est un panneau qui est effectivement très compact, ce sont des fibres qui sont agglomérées, ça donne un panneau très résistant, qui résiste à l'humidité, qui est imputrescible et qui résiste aux UV. C'est un panneau qu'on va appliquer comme un bardage, il est sur un latage, puis derrière c'est isolé évidemment. Et ici, eh bien, on va s'en servir surtout pour relooker la façade, on donne un petit coup de neuf, un geste contemporain, aussi horizontal, et puis on travaille le noir et le blanc, couleurs qu'on va retrouver à l'intérieur de la maison. Par rapport à d'autres panneaux du même type qu'on présente régulièrement, j'ai l'impression ici qu'on a quand même bien de belles dimensions. Le panneau, quand il sort de l'usine, est assez grand. Et ici, eh bien, le choix, ça a été de conserver des grands formats. Et effectivement, on s'aligne sur la lèche de fenêtre, sur le linteau. Et on va garder aussi cette dimension horizontale avec ces grandes proportions. Harlem River, swallow me. Put your hands around my neck. Harlem River, I can't breathe. They've got the lights down now.
Eh bien voilà, c'est ici sur la terrasse qu'on se rend bien compte de l'utilité évidemment de ce bardage qui permet de créer de l'intimité tout en ayant une vue vers l'extérieur et vers la nature. On va découvrir maintenant le truc de Robert. Une brique dans le ventre avec Gédimat. Matériaux et conseils pour les pros et les particuliers. J'aime vraiment bien cette dalle en béton. Pensez qu'il y aurait moyen de faire une table basse en béton ciré? Mais bien sûr, avec un enduit Mortex. Mortex, rappelez-moi ce que c'est. Alors, c'est un enduit minéral qu'on utilise dans les salles de bain. Ah oui. Et en plus, c'est un produit belge. Oh, bah si c'est belge, go! On se lance. Regardez la jolie forme que j'ai faite. Super design. Une petite planche de MDF, un petit coup de scie sauteuse, un petit coup de défonceuse et hop, le tour est joué. Alors là, vous n'avez plus besoin de moi. Non, vous restez parce que l'enduit, je sais pas du tout comment on fait. Ah Allez. Eh bien écoutez, on va commencer par protéger le bord des surfaces où on ne veut pas qu'il y ait d'enduit. Ok, jusque-là, ça va. Ça, un petit coup de tape, c'est tout simple. Et pour les tournants un peu difficiles, un coup de cutter. Et maintenant, c'est nickel. Et voilà de quoi faire notre couche de primaire. Ah, ça veut dire qu'il y a plusieurs couches. 5 en tout. Ah oui, c'est un travail de patience, quoi. Exactement. D'accord. On secoue bien le primaire. Des gants. Bon, vous commencez par le chanfrein et ensuite je retourne la plaque. Donc c'est un petit peu sablé, là, comme ça. C'est ça, il y a un petit grain dedans, comme ça il y aura une bonne accroche pour la seconde couche. D'accord. Et du coup, on laisse sécher combien de temps? L'idéal, c'est 8 heures. Ah bah voilà, c'est bien sec. Oh, c'est drôle. Ça gratte comme une barre de 3 jours. Oh, rien à voir. Bon, regardez, c'est le moment du choix des couleurs. Cette année, la tendance, c'est le vert, donc vous pouvez choisir dans cette gamme-là. Ah bah alors j'aime bien celui-là. Il nous faut du noir et du vert, de la poudre, et ça c'est le liquide de Gachin, c'est-à-dire le produit qui va lier tout ça. Ok. Il nous faut 35 grammes de vert et 5 grammes de noir. Je vide tout le flacon pour 1 kilo de préparation, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Oh, regardez. On dirait un peu une soupe de cresson. Ortie, moi je dirais. Oui, en moins digeste. Hein. Oui, c'est vrai. On va y mélanger la poudre. Vous mettez que la moitié? Oui, on le fait en 2 fois. C'est une belle couleur. On est prêt pour la seconde couche. S'il vous plaît. Vous avez encore fait rétrécir les outils au lavage? Pardon, je suis innocent cette fois-ci. Par contre, c'est un outil spécial pour les petits bords. Ah, c'est très agréable à mettre. Oui, c'est très souple comme matière. Oui. En fait, je vais l'appliquer en quelle quantité? Vous devez couvrir l'épaisseur du grain qui se trouvait dans le primaire. On racle bien parce que ça ne sert à rien d'avoir trop de matière. D'accord. Et maintenant qu'on a cette jolie deuxième couche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend 2 heures pour que ce soit bien sec. Vous avez vu comme la matière a changé de couleur? Eh bien ça veut dire qu'elle est bien sèche. On va pouvoir passer un petit coup de canne à poncer pour ébavurer. Ok. Et maintenant, deuxième couche d'enduit. Et c'est moi qui m'y colle. Petit coup du pro pour terminer? Alors, vous ne devez pas hésiter à appuyer un petit peu sur la plâtresse pour utiliser sa souplesse pour fermer correctement la matière. Ah ouais. Ah ouais. Si vous voulez vraiment avoir un beau fini, vous attendez que ça sèche un petit peu, vous renettoyez votre plâtresse et vous repassez dessus et là vous aurez un fini. Parfait. C'est encore humide, mais ça ne colle plus. On va pouvoir passer un dernier petit coup de taloche. En même temps, on voit pas grand-chose. Hein. Ah non, Ah. mais c'est au polissage que vont apparaître les nuances. D'accord, donc c'est un peu magique, quoi. Voilà, ça. Oui. Après 2 jours de séchage, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le polissage. Ouais, ben voilà, le bord c'est bien. À vous. Voilà, maintenant je comprends. C'est ici qu'on fait en fait le fini flambé. C'est magnifique. Oh, maintenant qu'il n'y a plus de poussière, c'est super doux. Eh bien, vous allez voir, on va la rendre encore plus douce en passant quelques couches de savon successives. Ça va la protéger des taches. Et on fera la même chose avec de la cire pour la rendre tout à fait imperméable. Même chose avec la cire. Et voilà, Waouh. très joli. Ah, elle est top. J'adore. Je vous sers un petit verre d'eau? Ah oui, parce que là, on a bien travaillé. Hein. Mais qu'est-ce que vous Là. faites? Ah, je teste l'imperméabilité. Il y avait plus subtil, mais c'est vrai que ça marche là. Hein. Bon ben, Santé. la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Ouais, ça marche. Je peux avoir un peu plus d'eau quand même.
Virginie, ce sera notre dernière astuce du jour dans la chambre parentale. Que faire quand on a une pente de toit et qu'on a plein d'idées? Eh bien écoutez, on fait un dressing, c'est bien pratique, c'est un espace qui est séparé de la chambre à coucher. Ça permet aussi d'être en complément aux armoires qu'il y a dans la chambre. Et puis évidemment, on va le faire sur mesure, on est dans une plus petite pièce, on va utiliser la profondeur de l'appentis de toiture et on a un maximum de rangement. Voilà, c'était donc votre dernier truc du jour. La semaine prochaine, on se retrouve À Bruxelles. exact pour vous montrer deux exemples de rénovation d'ici là. Surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir.